en direct avec Louis Alliot, maire de Perpignan, mais malheureusement pas président par intérim du RN. C'est le petit Bardella qui l'a emporté. Alors, est-ce que vous êtes triste de ne pas être président du RN parce que c'est une boutique que vous connaissez bien, vous y avez des souvenirs, encore que Marine hier nous a dit le FN c'est fini, alors la nostalgie, vlan, paf, plus de carte postale, rien. On a eu le congrès hier et avant-hier, qu'est-ce que vous en avez retenu, si j'ose dire? Oui, c'est un congrès de préparation de l'élection présidentielle, d'analyse aussi, de ce qui s'est passé aux élections régionales et départementales, et puis du renouvellement des instances avec une féminisation, parce qu'il y a beaucoup dans notre vote interne... Une féminisation, alors vous voulez dire, vous parlez de M. Bardella? Pas du tout. Ou vous faites une espèce de pied de nez à Jean-Marie Le Pen qui disait il faut reviriliser le parti? Dans notre démocratie interne, parce que les adhérents votent pour le Parlement en quelque sorte, il y a eu plus de 40% d'élus femmes, féminines. D'accord. Et donc c'est la première fois que ça arrive. Donc ça prouve quand même que, eh bien, chez nous, il y a quand même un engagement féminin, et Marine en a tenu compte. Pour la présidence du mouvement, c'est autre chose. Écoutez, moi j'ai pas de problème de ligne avec Jordan, voilà, c'est ce qui importe. Après, vous savez, les hommes passent, mais il faut que les idées restent. C'est ça qui est important. Vous avez raison. C'était le discours de V pour Vendetta. Alors, l'idée c'est... c'était un congrès qui s'est construit sur une victoire d'après les sondages. Et puis, les sondages sont un peu trompés. Rien de rien, apparemment. En fait, ça fait un an qu'on travaille au congrès, pas tout à fait. Mais c'est vrai que... Et 2h moins le quart, c'est vrai que... C'est vrai que ça va quand même demander, pas seulement pour nous, un travail d'analyse, mais alors quand même que les sondeurs s'interrogent, parce qu'ils font payer très cher des enquêtes d'opinion à des journaux, des radios, des télévisions. Et puis quand on se retrouve comme ça à 20h avec le résultat qui est quand même un différentiel à peu près de 10 points entre ce qui s'est passé et la réalité de ce qui se disait, c'est moi vous dire que ça interroge, comme dirait l'autre. Bien, alors, on est dans un moment où on aimerait savoir la ligne du parti. C'est-à-dire qu'on en blaguait il y a un bout de temps, c'était quand Monsieur Garot était venu, je crois que je vous disais, vous êtes plus chevènementiste depuis Philippot. Est-ce que vous savez quelle est la ligne du parti proprement? Parce que vous tenez les comptes depuis longtemps, donc vous avez pu voir les évolutions. Donc, vous êtes souverainiste toujours? Et la ligne du parti, elle n'a pas changé. Dites pas ça, sinon vous rediabolisez. Oui, non, mais elle n'a pas changé. Je veux dire, eurosceptique, plutôt sur la défense de l'économie de proximité, c'est-à-dire les commerçants, les artisans. Ce que vous appelez le localisme. Les PME, les TPI, le localisme, l'agriculture, qui est quand même en France aujourd'hui dans de grandes difficultés, et puis l'insécurité, qui n'est pas qu'un sentiment d'insécurité, mais une réalité, et puis l'immigration choisie, pas choisie, avec des quotas sans quotas. Le fait est qu'aujourd'hui, on a l'inassimilation de millions de personnes pour des raisons de communautarisme dont il faut bien qu'on parle. Personne d'autre le fera par nous. Donc je dois dire, rien que ça devrait permettre à beaucoup de ne pas douter une seule seconde de la mobilisation de nos énergies à défendre notre projet. Alors, je vous dis ça parce que, on va pas reparler sempiternellement de l'abstention, mais qui a frappé tout le monde. Mais semble-t-il, vous en particulier. Mais elle a toujours frappé le Rassemblement national. Nous, imaginons que je sois un de vos soutiens politiques. Est-ce que, j'allais dire, en tant que fasciste, me sens trahi? Vous ne l'êtes pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour les durs des militants, même le ministre de l'Intérieur l'a dit à Marine Le Pen. Oui, d'accord. Ça fait longtemps que les durs, comme vous dites, on ne les voit plus. Donc, vous avez d'ailleurs fait en sorte, politiquement, ce qui vous a valu le surnom de Lula. Oui, et si tant est que ce soit de vraies convictions qu'il défendait pendant longtemps, et si ça ne relevait pas d'autres intérêts
Et ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, et on évolue avec son temps, et il y a un contexte, il y a des problèmes, et on y répond. Mais le fond du combat reste le même. La meilleure preuve de tout cela, c'est que nous n'avons pas évolué vers les autres. C'est les autres qui sont venus vers nous sur nos thématiques et qui parlent quelquefois comme nous. Quand on écoute un certain nombre de personnes au LR, ou même quelquefois au Parti Socialiste, ou sur l'immigration, le communautarisme, l'islam radical, il faudrait presque qu'on leur demande quand est-ce qu'ils adhèrent. Oui. Bon, voilà. Je pense que Marine Le Pen avait posé la question, je ne sais plus qui d'ailleurs à l'époque. Bon, ben voilà, mais ça, aujourd'hui, on voit bien que c'est une victoire idéologique. Il faut maintenant qu'électoralement, ça se traduise par une victoire politique. Vous triomphez par gramschiste. Eh bien, écoutez, la formule, elle était de toute façon excellente, et c'est un peu ce qui arrive. Simplement, je pense que c'est un accident électoral. Ils ne sont pas allés voter, tout simplement parce que les régions, le département ont été tellement décrédibilisés Vous parlez de l'outil en lui-même? Oui, de l'outil. Ou le fait que les gens sont au courant de ce que c'est? Nous, vous le savez, depuis que vous m'interrogez, nous sommes départementalistes. Voilà. On pense que le département, qui est l'héritage quand même de la Révolution, de Napoléon, doit perdurer, car la proximité se fait au sein du département. Or, dans les départements, il n'y a ni démocratie, puisqu'il n'y a pas de proportionnel, et donc on le voit bien, comme un parti ultra-minoritaire dans les Pyrénées-Orientales, qui fait... Parti de droite, le Parti Socialiste. Qui fait 30 000 voix, se retrouve avec 60% des élus. Alors que le Rassemblement National fait 45 000 voix, et la droite fait, je crois, 42 000 voix, et voilà, donc ça c'est un exemple typique de ce qu'il ne faudrait pas que ce soit, et malheureusement c'est le cas. Quant à la région, c'est encore plus extraordinaire. Languedoc-Roussillon avait réussi à bâtir une certaine identité, on va dire. C'était, même si ce n'était pas parfait, voilà, il y avait quand même une solidarité, une identification. On est allé mélanger ça avec Toulouse et les 8 départements. Que vous détestez? Non, je déconne. Les 8 départements de Midi-Pyrénées, mais ça n'a plus aucune cohérence. Et on s'est retrouvé au nom, soi-disant, de l'économie d'échelle que l'on devait faire en fusionnant des régions, ce qui n'a pas été fait, avec 1 milliard de dépenses supplémentaires, mais pour quel gain, à part celui de la publicité de Madame Delga dans un certain nombre de journaux qu'elle arrose grassement, le TGV a-t-il avancé? L'aménagement du territoire a-t-il avancé? La RN 116 a-t-elle avancé? Le train jaune a-t-il été sauvé? Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui peuvent dire « Ah ben oui, tiens, ça c'est... » Rien, tout ça. Rien ne s'est fait. Et nous en sommes là. Et malheureusement, rien ne se fera. Parce que, selon la formule célèbre, je ne vois pas comment ils feront demain ce qu'ils ont été incapables de faire hier. Alors, vous pestez, d'autant plus que s'il n'y avait pas eu fusion des régions, vous aviez une grande chance de devenir président de Languedoc-Roussillon. Mais déjà la dernière fois, enfin surtout la dernière fois d'ailleurs. Surtout la dernière fois, oui. Oui, mais voilà, et on apprend d'ailleurs... Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait des grandes régions, outre de suivre Bruxelles. Enfin, mais ça a été dit, Berlin. Ça a été dit après coup par l'ancien ministre des collectivités du gouvernement Hollande. Il a dit, on a modifié la carte administrative des régions pour que le Rassemblement national ne gouverne aucune région, et notamment Languedoc-Roussillon. Voilà. Alors, on va passer à notre sujet. Vous avez sorti un livre que vous avez écrit. Alors, rappelez-moi le titre. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. C'est bien. Ça vous va bien, ce genre de titre. Est-ce que quand on écrit un livre, ça veut dire qu'on veut être président? Est-ce que vous voulez être président? Pas du tout. Mais j'ai passé 50 ans. Oui. Et je me suis dit, il est quand même temps de... Comme dirait Danny Glover dans L'Arme Fatale. Avant d'oublier d'écrire un certain nombre de choses pour poser les termes de pourquoi mon engagement il y a 30 ans déjà. Et en fait, l'évolution de tout cela, et c'est pour ça que c'est intéressant à la lumière de ce que l'on a vu ce week-end, parce que c'est un parcours de militant. Parce que vous avez commencé jeune. J'ai commencé, oui, à 20 ans. Et donc, c'est un parcours de militant, et on peut voir l'évolution du parti avec moi. Donc, c'est pas inintéressant, je pense, pour un certain nombre de personnes, où je tords le cou quand même
à pas mal de... Il y a un chapitre sur l'extrême droite. Voilà, par exemple. Voilà, alors justement, l'extrême... J'ai adhéré, moi, au Rassemblement, enfin, au Front National, à l'époque, en considérant que ce n'était pas l'extrême droite. Et je continue à le penser, évidemment, à le défendre et le revendiquer. Simplement, aujourd'hui, on continue à dire extrême droite et à mettre dans la même case des choses qui ne se ressemblent pas, qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas la même origine, la même définition, la même finalité. Et c'est ce que je reproche un peu à toute cette école de pensée, plutôt de gauche et d'extrême gauche. C'est une école d'émotion plus qu'une école de pensée. Oui, mais au sein de l'université, tel que le spécialiste de la chose chez nous ici, Nicolas Lebourg, avec lequel j'ai des débats passionnés. Oui, sur ça, parce que il se trompe, voilà, ou il trompe, je ne sais pas. Non, ou alors il n'est pas libre de dire le contraire non plus. C'est-à-dire que lui il s'inscrit aussi dans certaines... c'est pas le monde qui va vous dédiaboliser non plus, parce que là il était pour le monde. On se retrouve avec voilà, alors populistes... ça, c'est le meilleur qui puisse vous arriver, d'être populiste. Comment ils appellent ça? L'ultra-droite. Ouais. Non, c'est Ultra Bright, c'est une vieille pub. C'est dans blanche. Et nous, alors on continue extrême droite, c'est-à-dire que nous, on est au milieu de celui qui a tiré dans la mosquée, au milieu de celui qui... Voilà, on est mélangé au milieu, mais sans respecter le fait que nous ayons des candidats aux élections, que nous jouions le jeu de la démocratie, qu'on respecte évidemment les règles de la République française, etc. Ça, pas de coup d'État en prévision. Voilà. Non, je demande. Ça, tout le monde s'en fout, mais inversement, on tolère assez bien des Mélenchon, des indigénistes et tout ça, qui ont des propos quand même quelquefois qui peuvent laisser à penser que s'ils étaient au pouvoir, à mon avis, certaines catégories de population souffriraient plus que d'autres. Le mâle blanc de plus de 50 ans, notamment? Non, ça c'était Madame Parizeau, je crois, qui avait sorti ça, dans les entreprises. Ah non, c'était Madame, celle qui dirigeait France 2 à l'époque. Oui, Ernotte. Oui. On va revenir à Perpignan. Il y a eu une manif entre 1500 et 2000... Non, entre 800 et 3000, j'ai vu. Oui, non. Là, le truc est trop large. Là. Donc, ça vous fait quoi d'attirer comme ça la détestation pour eux, en tout cas, ils sont toujours d'extrême droite. Il y avait des drapeaux aussi arc-en-ciel. Pour eux, le Front National déteste les gays. Le Rassemblement National déteste les gays. Non, mais tout ça, c'est du bidon. Je veux dire, ils sont dans la politiciennerie la plus absolue. La CGT ne représente plus rien dans le monde ouvrier et elle utilise des moyens publics qui sont les siens pour aller manifester contre un parti politique qui joue les règles de la démocratie, etc. Et ils embarquent là-dedans tout un tas d'organisations, soit politiques d'extrême gauche, soit communautaristes, et comme un certain nombre d'associations. Bon, tout ça, ça n'a ni queue ni tête. Tout le monde le sait d'ailleurs. Ça leur permet de faire cuire des saucisses sur la place de Catalogne, de laisser la place d'ailleurs salopé, parce que c'était plein d'autocollants qu'il a fallu enlever, peut-être j'enverrai la facture à la CGT quand même, et de voir M. Poutou, qu'on n'avait plus vu depuis longtemps, se promener dans les rues de Perpignan, et finalement, au moins, j'espère qu'il a pu profiter du panorama. Donc, on va passer directement, là, petit à petit, au chapitre perpignano-perpignanais. Vous avez un an. Comme Souchon avait 10 ans. C'est-à-dire que ça fait un an que vous êtes maire. C'était le 28 juin de l'année dernière. Installation le 3 juillet. Installation le 3 juillet. Non, ça fait un an. Ça fait un an pile, ouais. Donc voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez fait en un an? Qu'as-tu fait de ton talent, dirait la Bible? Plein de choses. Merci Louis Alliot. Non, soyez un peu dans le détail, comment j'ose dire ça. Détaillez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez emmuré les oiseaux. On a pris un outil très détérioré d'abord. Oui, ça. Oui, mais le temps d'en faire le tour, si je puis dire, et de remettre une organisation, ce qui ressemblait quand même être beaucoup une désorganisation, ça prend du temps. Alors on a commencé par le sujet qui avait amené un certain nombre de personnes et une majorité à mon avis à voter pour nous, c'est la sécurité, avec des problématiques qui sont solubles
par nous, mais pas que par nous. Donc, oui, parce que on essaye quand même... Le régalien ne vous appartient pas. Non, mais on peut le provoquer quelquefois un peu, le régalien. Oui, puisque, alors, je rappelle l'épisode où rapidement vous êtes allé à la Cité des Oiseaux, vous avez fait fuir les oiseaux, mais comme m'a dit mon ami Johan Plans, qui habite pas loin, une demi-heure après, les choux-fleurs étaient revenus, enfin les choux-fleurs étaient revenus, etc. Et le surlendemain, vous avez dit, si c'est ça, j'attaque l'État. Sauf que, depuis, on s'en est occupé, et on a réussi à pousser hors de cette... c'est pas une cité, c'est une résidence, à pousser dehors les dealers et les gens qui se mettent... Pousser ou déplacer? Parce que c'est toujours ça que le discours qu'on entend. Quand on les pousse, on les déplace un peu. Oui. Et on les repoussera pour les déplacer à nouveau. Jusqu'à la falaise d'Étretat. Jusqu'aux frontières de Perpignan. Mais systématiquement, en disant au préfet, à l'État, à la police, regardez, ils sont là. Et si, il faut que vous nous aidiez. Parce que nous, évidemment, on ne joue pas contre la police ou contre l'État. On leur dit, on met des moyens, mais venez à notre soutien, ou on vient au vôtre, mais réglons le problème. Bon. Donc on y est arrivé sur la Cité des Oiseaux, on a attaqué... Il n'y a pas que ça. On a attaqué Vives et on en attaque d'autres petit à petit, mais on a remis des postes de police de proximité, on a recruté 30 policiers supplémentaires, plus des brigades de nuit qu'on a mis en place. De ce côté-là, petit à petit, je pense qu'on commence un peu à prendre nos marques et on va avoir des résultats. Et on a des résultats. Reste le Saint-Jacques, le fameux immeuble de Bétriu. Oui, et son four que les touristes du monde entier nous envient. Que l'on va maintenant, dont on s'occupe en ce moment d'ailleurs. Vous allez raser qui va tomber, en septembre à la demande, ce qui ne fera pas honnêtement au terme de l'esthétique du bâtiment, on ne peut pas dire que ce soit une architecture traditionnelle de type mallorquin. Non, ça ne date pas du 13e. Voilà, donc, même pas du 13e arrondissement, c'est dire. On essaiera c'est pas qu'on essaiera, c'est qu'on est dans le cadre du NPNRU et qu'on va démarrer les consultations des gens qui y habitent pour leur montrer ce que nous aimerions faire de ce quartier et tenir évidemment compte de ce qu'ils nous diront pour commencer la rénovation urbaine. Sans démolir quand on le peut, en rénovant. Parce que j'ai vu la maquette de la place de Longres qui elle est reconstruite, c'est absolument immonde. Alors, c'est un bunker, comme ça, sur 2-3 étages. Mais ça, c'est le... Je vous enverrai la photo. Ça, c'est le fameux projet... Antique, Pujolien, je sais pas. Non, mais, non, ça c'est le projet associatif, ça. Il faut revoir sûrement. Je ne sais pas, mais bon, je vous enverrai. Non, parce que la maquette que j'ai fait faire moi, elle n'a pas de. Ce sont des bâtiments pour montrer où ils sont. Et c'est pour montrer aux habitants. C'est peut-être ça alors. Qu'à tel endroit, ça ne ressemble à rien. Oui, Oui, c'est des. Alors, si vous faites bien de préciser. C'est des cubes alignés les uns à côté des autres pour montrer qu'on va maintenir l'habitat de petites maisons, plutôt pas larges, et en tenant compte de la spécificité de la vie de certaines familles, etc., etc. Donc tout ça est en train d'être fait, mais évidemment, les gens croient que on claque des doigts et ça se fait. Non, en revanche, c'est avec les habitants qu'on le fera. C'est peut-être là qu'on se différenciera, et je l'espère d'ailleurs. Mais ils nous ont dit qu'il avait fait avec les habitants, Monsieur Amiel. Monsieur Amiel. Non, puisqu'il s'est retrouvé avec toute une... Voilà. Mais vous savez, quand on fait des réunions, il faut contractualiser les réunions. C'est-à-dire on montre ce que l'on veut, et les gens qui adhèrent à votre signe en bas de la feuille. Parce qu'une fois que... Voilà, et c'est ce qu'il faut faire avec... mais il faut être aussi très précis. C'est pas un film, c'est pas... mais M. Amiel, dans l'histoire, a été victime des manigances... non, mais c'est derrière qu'on le poussait devant pour qu'il se fasse flinguer. Oui, non, et puis des manigances du député local qui poussait un certain nombre de personnes, etc. Bon, voilà. Et la préfecture, à la fin, qui a hérité du bébé, qui n'en a rien fait, parce que de toute façon, il n'était pas question de fâcher qui que ce soit, donc le projet s'est arrêté. Donc voilà, ça c'est pour tout l'aspect sécurité. Il y a l'aspect propreté, où alors là, c'est pareil, si on devait communiquer, si on avait d'ailleurs des journaux dignes de la communication qui mériterait d'être faite,
Par exemple, on a été obligé d'acheter tout de suite plus d'1,5 million de matériel. Des balayeuses obsolètes. Il paraît qu'elles avaient été sabotées même. Ça, je crois pas, mais parce qu'elles étaient vieilles. En panne, réparées comme... voilà. Ouais, ça rappelait l'Union soviétique. Oui, enfin, on se demande vraiment quel était le but d'un certain nombre d'élus qui avaient la responsabilité de ça. Parce que on est arrivé loin. Tout le monde disait il y a des feuilles dans la ville. Bon, il y avait 3 camions, je crois. Ça va, c'est pas le pire. Oui, mais 3 camions ramasse-feuilles, les 3 en panne. Ah. Bon. Et alors, on se gratte la tête pour savoir, mais pourquoi? Et à un moment donné, il faut prendre aussi la responsabilité, en commander, ça coûte de l'argent, le budgéter, etc. Voilà, on l'a fait, tout ça, et ça dans tous les domaines. Les centres sociaux, moi, pendant la campagne, on voyait bien qu'il y avait... Il y a celui du Baléaire qui a été voilà, fermé les jeunes, 2015. Les jeunes nous disaient on est à l'abandon. Alors, on peut dire c'est des propos de campagne, ils se plaignent, etc. Mais quand on est arrivé, qu'on est allé voir dans ces quartiers, c'était encore pire que ça. Parce que là, pour le coup, il y avait des maisons de quartier. Elle avait coûté 3 millions d'euros, la maison de... C'est des Baléares. C'est des Baléares. Elle est neuve. Enfin, oui, elle vient... Alors, elle a été inaugurée ou pas encore? Je ne sais plus. C'est refaite, celui. On est en train de la refaire. Parce qu'on avait laissé dedans... Il rentrait des squatteurs, des dealers, de tout. Oui. Et cette maison est magnifique. Elle est grande. Elle est spacieuse, il y a des petites salles et des salles où il peut y avoir du sport, des bibliothèques, des cours de soutien, etc. Bref, on va y remettre du service public là-dedans. Voilà. Et ça, c'était à l'abandon. Et quand on est arrivé, on a même trouvé des armes sur le toit. Voilà. On ne sait jamais, c'est une ville dangereuse. Oui, d'accord. Mais voilà, ça c'est le symbole de l'abandon. Et on se rend compte que le temps de faire le diagnostic, de passer les commandes, de réaménager... Oui, parce que c'est un fonctionnement administratif. Exactement. Les gens ne se rendent pas compte. Et oui. Réorganiser. Mais il y a toute une espèce de filtre et de protocole qui fait qu'on ne peut pas dire et faire dans... Voilà. Donc on va déplacer la fameuse direction de la cohésion citoyenne. On va la mettre là où on a besoin de cohésion citoyenne. Et on va y remettre... de l'apprentissage républicain, on va y remettre du service public, de l'alphabétisation. On a fait par exemple un questionnaire à la Cité des Baléares. Il y a eu quand même plus de 400 réponses, ce qui est plutôt pas mal. Une des demandes majeures des familles, apprendre le français. C'était pas fait. Ça paraît incroyable, mais comment voulez-vous que derrière, après, les gens arrivent à s'assimiler si déjà ils ne parlent pas le français ou ils ne l'écrivent pas ou ils se débrouillent mal? Donc on va remettre des cours d'alphabétisation là-dedans, on va remettre de la vie, tout simplement. On va virer un peu les gens encombrants, c'est-à-dire les voyous, et on va remettre des gens bien. Et on s'apercevra petit à petit que ces quartiers soi-disant difficiles ne sont pas plus difficiles que d'autres, pour peu que l'on s'en occupe et qu'on fasse appliquer la loi et l'autorité de la mairie et donc de l'État. Alors, justement, c'était une question que je vous avais posée pendant la campagne. C'est quoi non, c'est vous qui m'aviez répondu, c'est quoi une politique de jeunesse? Vous avez mademoiselle Sabatini qui s'occupe de la politique de jeunesse. Oui, mais les EAJ, on est obligé de les réouvrir parce que ça n'existait plus. Et d'y remettre, de reproposer aussi des activités et d'essayer de leur proposer en plus des activités jeunesse traditionnelles, de loisirs, etc. Aussi d'apprentissage, leur donner aussi une perspective. On ne peut pas leur donner que, tiens, on va les occuper pour que... mais peut-être les former, des chantiers d'insertion, des stages. Et on est arrivé d'ailleurs, là pour le coup, avec l'aide de l'État, et d'un certain nombre d'organismes d'État, à décrocher un certain nombre d'emplois, des petits emplois, mais des emplois quand même, qui permettent à certains jeunes tout simplement de voir un peu le monde du travail, d'avoir une activité et de pouvoir s'émanciper petit à petit. Et ça leur permet de penser à autre chose, parce qu'une fois que le jeune il est dans la rue, à l'abandon, déconnecté de ses parents, qu'il est sur une chaise en plastique en train de faire le chouf et qu'il gagne 2, 3, 400 euros par jour, là c'est terminé, vous avez quand même plus de mal à lui dire il faut que tu ailles essayer de gagner ta croûte. Au chagrin, d'aller au chagrin comme on disait dans le temps. Et ça c'est majeur dans notre cité. Alors,
On va parler culture, parce que c'est un peu mon dada. Nous en parler avec les musées, mais bon. Guilux. Non, les musées, c'est pas. On n'a pas besoin d'en parler, puisque c'était une belle opération pour vous. Pour tout le monde. Oui, non mais. On a été le centre du monde de l'ouverture du musée. Voilà, c'était ça. Mais le musée, enfin moi j'ai rien contre, c'est très bien, parce que c'est un outil d'instruction. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ont été fermés. S'il y avait bien un lieu où vous ne risquez rien. Non, mais ça paraît incroyable, mais c'est vrai. On ouvre un supermarché et qu'on ferme un musée, ça donne quand même une idée on pourrait dire, des priorités du gouvernement. Mais c'est parce que, oui, mais c'est-à-dire que c'est pas les musées qui viennent manger avec le chef de l'État non plus, les directeurs de musées. On fait en fonction des gens qu'on fréquente. Donc à mon avis, il avait plus pas des directeurs. Parce que les 5 jours où on a réussi à ouvrir les musées en attendant les audiences, le nombre de gens qui rentraient dans le musée, tout ça était bien avec le protocole, etc. Qui me disait, monsieur le maire, c'est incroyable, ça nous permet voilà. Oui, mais avant, ils n'y allaient pas, ces gens-là, la plupart. Oui, mais là, ils y allaient. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont failli perdre. Et ils y sont revenus. Ah. Et ils y sont revenus. D'ailleurs, le musée Rigaud. Et ça continue, là. Une belle affluence. Ouais. Et moi, j'espère qu'on va très vite sortir, on est en train d'y travailler, le fameux pôle muséal que l'on veut faire, qui rassemblera tous les musées de la ville de Perpignan. Avec celui qui n'a jamais ouvert du côté de Canet, sur Russino. Voilà. Russino, on est allé l'inaugurer, qui est un musée magnifique, avec une histoire magnifique. Il y a un marbre magnifique, mais qui date d'avant. Des pièces archéologiques majeures. Tout ça, c'était incompréhensible. Et les deux maréchals qui s'en occupaient, on ne dit pas maréchaux parce que c'est un couple. Alors il y en a un qui est mort, puis l'autre qui travaille, je crois, sur Lyon, quoi. Non, la dame est revenue. Ah, voilà. On a bien fait de venir, tiens. Madame est revenue. Ouais, parce que c'est dommage, tout ce travail qu'ils ont cumulé pendant des années. Eh bien, on l'a remis au bout du jour. Moi, c'est une histoire qui m'intéresse particulièrement. Et c'est un musée qui va être, à mon avis, une des pièces maîtresses de l'attractivité de la ville. Voilà, voilà, ça fait partie le muséum d'histoire naturelle, qui est lui aussi dans un état très... comme la momie, c'est dire. Non, mais qui est quand même dans un état absolument grave. Voilà. Donc on va essayer de faire, c'est pas on va essayer, on va faire un pôle muséal qui regroupera le muséum... Avec Puitch aussi. Puitch. Pas Georges, le musée de la monnaie. Etc. Sûrement une petite aile qui concernera l'art contemporain, etc. Bref, voilà. Un vrai pôle d'attractivité culturelle sur la ville de Perpignan. Reste à définir l'endroit. Il y a 2-3 lieux qui sont ciblés, mais ça risque d'aller très vite. Alors, parlez-moi de Walter Benjamin. Non, c'est ma marotte parce que je connais le créateur et je le vois pleurer tous les soirs. Et ça... Pourquoi vous avez cédé à la bourgeoisie, comme je l'appelle, des Albert, qui vous dites, oui, vous êtes nazi, d'extrême droite, vous devez pas céder. Non, mais je vais laissez-moi terminer, c'était délicieux. Madeleine Klaus, donc, comme son nom l'indique, est un peu allemande, qui dit que, en gros, vous aviez des ancêtres nazis alors que vous avez un grand-père juif. On est une situation totalement abracadabrantesque, comme disait Rimbaud dans la bouche de Jacques Chirac. Et vous, est-ce que vous n'avez pas cédé à la facilité pour pas avoir d'emmerde parce que ça rebondissait à Paris dans une certaine coterie? Ah, pas du tout. Je demande, hein. Alors, pas du tout. Bon, on soupçonne un peu, mais parce que si ça n'avait été que les brailleries ou les braillages d'un certain nombre comment vous dites? De bourgeois. Ouais, les bourgeois des Albert. De bourgeois des Albert, ça m'aurait... je ne vais pas reprendre la formule de Chirac. On en est là. Je ne vais pas reprendre la formule de Chirac, mais voilà. Simplement, là, c'est la famille qui m'a écrit. Oui, bon. Mais est-ce qu'ils sont légitimes? C'est quand même les petits-enfants. Bon, oui, mais c'est... oui, d'accord. Oui, non, mais je comprends bien, oui, puisqu'il y a eu une lettre. Mais les petits-enfants, c'était très respectueux. C'est-à-dire, monsieur le maire, nous, on ne fait pas de politique, on ne vous dit pas que, mais simplement, sachez que l'ancien maire n'avait jamais demandé l'autorisation d'utiliser le nom de notre famille pour un musée à Perpignan,
Et nous ne souhaitons pas que... Voilà. Mais c'est pas leur nom de famille, c'est le personnage, entre guillemets, Walter Benjamin. Et il est devenu tellement universel que ça dépasse le cadre des c'est comme pour la médiathèque qui n'a jamais été inaugurée. Ouais. Elle s'appelle François Mitterrand. Oui. Bon. Mazarine vous a écrit? André a écrit à Mme Pinjot pour savoir si on n'a pas de réponse. Mais peut-être qu'on aura une réponse. Peut-être qu'elle ne veut pas que la médiathèque de Perpignan s'appelle François Mitterrand. On ne sait pas. D'accord. Ça, c'était bon à savoir. On a bien fait de venir encore. Voilà. Donc, on va avoir un été de spectacle au Campo Santo. On espère, vu l'actualité. Ah oui, c'est vrai. Mais là, c'est en plein air. Normalement, oui. Mais alors, on a refait venir par Michel Thor, comment on s'appelle, Véronique Sanson, qui avait eu en première partie le mari de Monsieur Sidja, c'est parce que c'est un homme de talent. Oui, je n'ai jamais tué de chat, je comprends. Et il y a un certain en première partie d'Inès, Reg, un certain Mohamed Noir. Aussi. Que vous connaissez peut-être, enfin moi je le connais personnellement, j'ai fait un moyen métrage et un court métrage avec lui, il était à Radio Zigomar. Est-ce que... vous le connaissez bien, très bien même alors. Donc oui. Est-ce que c'est parce que vous avez appris ça que ce choix a été fait? Ce qui n'est pas une mauvaise idée, vraiment une très bonne. Non, je crois que Live au Campo, ils ont proposé, après discussion, qu'on utilise aussi des auteurs, des artistes d'ici. Et tout naturellement, ils se sont tournés vers notamment la Casa Musicale aussi. Oui. Mohamed vit à Paris, pour le coup. Mais avec en tout cas des gens qui connaissaient bien et qui avaient commencé ici. Et donc, c'est eux qui ont eu la totale liberté de faire... Donc, le choix vient de la Casa Musicale, pour le coup. À la Casa Musicale, il est intervenu, oui. D'accord. Avec le responsable du festival de Live au Campo, qui est M. Garcia. Donc, nous, on est... Qui travaille pour M. Bolloré. Oui. Oui, mais ça permet... ça. Oui, mais ça permet d'avoir quand même une surface de communication nationale et avec... je pense que ça va être un très beau festival, surtout au moment où les déferlantes ont été plus ou moins abandonnées. Ouais. Elles ont été obérées. Alors, comme ça doit être au Ubiri. Comment ça s'appelle le festival de Barcarès. Oui, l'Electro Beach. L'Electro Beach ne se fera pas. Et ça n'a rien à voir avec l'invalidation du maire. Rien. Donc, nous, on aura cet événement médiatique et aussi culturel, mais il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres choses en ville tout au long de l'été, que ce soit dans la partie musée. Pas le jeudi, les jeudis. Tête en fête. Oui, à tête en fête. Oui, et avec un mélange de tête en fête, des animations et sur le bord de la tête, comme son nom l'indique, et avec plusieurs spectacles en centre-ville, musicaux essentiellement, pour faire vivre les places de nos villes. Les jeudis, mais les jeudis, je ne parle pas des jours, mais... Les jeudis, l'année dernière, ont été, à cause du Covid, annulés, et cette année, pour les mêmes raisons de programmation, on n'a pas pu les prévoir. Mais ça évoluera, ça ne s'appelle pas les jeudis, mais il y aura tout, une animation du centre-ville et de la ville, et on va pouvoir faire le 14 juillet, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Et voilà, on reprend petit à petit une activité d'animation de la ville, à la fois festive et culturelle, un peu normalement. Bien, alors, il nous reste à parler de la phonothèque. Ben oui, non, mais je vous dis pas ça rien que pour vous embêter, un peu évidemment, mais pas que. C'est parce que c'est un outil précieux, pas que pour la mémoire de la ville, parce que ça fait simultanément la promotion de la création locale, qui en termes musicaux est toujours bonne, voilà, et que ça peut s'annoncer sur une radio gitane. Elle est prévue. Pourquoi une radio gitane pour la phonothèque? Non, avec... C'est plus large que ça. Oui, non, mais quand je dis gitane, elle voilà, bien. Je crois que M. Casagran travaille très bien avec André sur le projet. Et, non, mais vous vouliez le mettre au Vernet. Mais le Vernet, c'est Perpignan. C'est quand même bizarre que dans une espèce d'intelligentsia locale, il y ait le centre-ville où se concentrerait la culture, le savoir, l'élite, et puis autour, il n'y aurait rien. Si demain au Vernet il y a une belle médiathèque et que la phonothèque trouve un espace magnifique, neuf,
avec des volumes, etc., eh bien on fera le nécessaire pour que les gens du centre-ville puissent aller au Vernet, que ceux du Vernet en profitent et qu'il y ait un peu un échange entre les uns et les autres. Non. La tête n'est pas une frontière infranchissable quand même. Hein. Comme dirait Raph Dumas. Donc l'idée, non, mais parce qu'il y a un traumatisme chez Jean Casagrand, c'est qu'il y a le musée des poupées Bella, lui, puisque c'est un ancien des poupées Bella, et c'est une petite pièce dans une mairie de quartier, etc. Pas du tout. La médiathèque, elle est neuve. Non, pas la médiathèque, le musée des poupées Bella. Non, mais il verra bien avec l'équipe qui est autour d'André, ils sont en train d'en discuter, mais je pense qu'il y a un très beau projet et la phonothèque se fera. Voilà. Non, méfiez-vous, parce qu'on avait dit Bella vivra aussi. Non, vraiment. Je reviens. C'est pas la même histoire. Oui, je reviens à mes moutons. La radio gitane. On va pouvoir enfin la démarrer, le projet en tout cas. Parce que moi je pense que ça aurait été utile pour des tas de raisons. On est enfin sorti de la période électorale, ce sera plus facile. Les présidentielles n'auront aucune. Ça, on en est sûr. Non, je dis pas ça parce que comme vous sortez un livre, non, ça suffit. Bref, parce que là, on a fait un colloque sur l'histoire de la presse roussillonnaise. Et de la presse libre ou engagée? Il y avait tout, puisqu'il y avait même le Travailleur catalan, donc la presse libre. Oui. Il y avait Antoine Gasquez avec la Semaine du Roussillon. Oui, c'est possible. Moi-même, je couvrais le volet numérique. Est-ce que le problème de la politique, c'est que les médias n'ont pas rendu non plus enthousiasmant les différentes campagnes? Ça, c'est une question que je vous avais déjà posée. Pour vos vœux en janvier, quand on avait mangé à la passerelle. Moi, je trouve que c'est pas enthousiasmant et donc, voilà. Il y a les médias, c'est plusieurs médias. La radio a organisé les débats, la télévision a organisé les débats. Dans quelles conditions? Ça tuait pas des ours. Quoi. Souvenez-vous que la Troc avait organisé des débats de la municipale de Perpignan. Oui, mais ils ont réitéré avec un type, Monsieur Toreil, ils peuvent pas organiser à Perpignan, tout se fait à Montpellier, mais Monsieur Toreil est en direct des studios de Perpignan. Moi, j'ai rien dit. Voilà. Voilà. Après, il y a la presse écrite, qui est en très grande difficulté, et qui malheureusement est tributaire des gens qui la financent. Mais elle devrait être tributaire des lecteurs. Oui, mais les lecteurs... parce que... Les lecteurs aujourd'hui vont chercher, et surtout les jeunes générations, l'information ailleurs, ce qui pose d'autres problèmes. Mais c'est vrai que les journaux, aujourd'hui... Est-ce que la mairie ne peut pas organiser? Je vous dis la mairie parce que je suis là. Avec toutes les écoles, des journées de la presse pour travailler. Si vous commencez, la mairie, à dire on va utiliser des écoles pour faire la journée de la presse, là, laissez-moi vous dire, vous allez entendre parler. C'est pas à nous à faire ça. Nous, on a notre journal d'information, on informe nos concitoyens, on a du Facebook, des réseaux sociaux, bon, très bien. C'est aussi à la presse à faire son boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais c'est sûr que s'ils sont tributaires de la publicité de la région, ou de la publicité du département, ou de la publicité de certaines entreprises, eh bien, ou même de l'État, à la limite, parce que l'État verse plusieurs millions d'euros à tous les groupes, aussi riches soient-ils, ben c'est sûr que la presse, elle est libre, oui. Je veux dire, les journalistes n'écrivent pas leur papier avec un pétard sur la tempe. Mais je pense que la ligne éditoriale, elle s'en trouve influencée, qu'ils le veuillent ou non. C'est la règle, et moi je trouve ça assez déplorable. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, pas pour votre défense, mais pour conclure, que je ne vous ai pas posé la question, mais vous avez une 4L à vendre, des choses. Non, c'est le moment. J'ai rien à vendre. Je dis simplement qu'on boucle nos 1 an de mandat et que je vais sur une touche d'optimisme. Je suis absolument, qu'on pourrait dire, admiratif de l'équipe qui m'entoure. Parce que ce sont des gens qui n'étaient pas dans d'autres équipes, pour la plupart. C'était des gens qui n'avaient novices en politique. Et aujourd'hui, ils se trouvent au cœur d'une activité prenante, 7 jours sur 7 et pratiquement pour certains 24-24.
Et ils sont là, et ils continuent, et ils sont dans les services, et ils remettent du dialogue avec notamment les employés de la mairie, les 2300 fonctionnaires de la mairie. Voilà, la mayonnaise prend, et je suis moi très heureux de continuer ce travail au soutien, au bénéfice de la ville de Perpignan. Toute dernière chose est le retour de l'enseignement de la médecine à l'université de Perpignan. Vous avez des nouvelles? Non, mais ça fait partie... Alors, il y a plusieurs écoles privées qui veulent venir s'installer à Perpignan, soit dans le commerce, soit on en parlera, soit dans le paramédical. Hein. Ouais. Et reste à convaincre soit Montpellier, soit de l'autre côté des Pyrénées, c'est-à-dire Barcelone, de savoir si on ne peut pas faire une unité transfrontalière pour la première année de médecine. On me dit que c'est possible, mais que ce sera long. Donc moi, je continue les discussions. Louis Alliot, merci. Merci.